Nous avons emménagé à Colmar en octobre 2003, lorsque mon mari, Adrien, a accepté un poste de maître de chai dans un domaine viticole local. La maison qui nous était proposée avec le poste se trouvait juste à la sortie du centre-ville, une de ces vieilles fermes alsaciennes aux poutres apparentes, volets décolorés et un petit carré de vigne indompté courant le long de la clôture du fond. J'avais mes réticences, non à cause de la maison, même si elle était pleine de courants d'air et avait besoin de réparation, mais à cause de notre fils, Thomas, qui venait tout juste d'avoir 8 ans et qui luttait encore contre les cauchemars depuis notre dernier déménagement. Il n'aimait pas le changement, et il redoutait surtout l'idée de dormir dans une nouvelle chambre, dans une maison qui craquait plus qu'elle ne murmurait. Pourtant, Colmar était magnifique, une ville de cartes postales. Ses canaux, ses fleurs à chaque fenêtre, ses maisons à colombages, semblant sorties d'un rêve. J'espérais que cette paix s'infiltrerait en nous. Les premières semaines furent calmes. Thomas se fit des amis à l'école. Adrien entama ses longues journées dans les vignes. Moi, je restais à la maison, à rénover la cuisine et à essayer de rendre les lieux plus chaleureux. La seule chose étrange que je remarquais concernait l'air dans la chambre de Thomas. Toujours un peu plus froid que dans le reste de la maison, même quand les radiateurs se mettaient à ronronner. J'ai mis cela sur le compte d'un problème d'isolation. Les vieilles maisons ont toujours leurs caprices. Tout a commencé par des détails. Thomas se mit à parler d'un « homme dans le mur ». J'ai mis ça sur le compte du plâtre ancien qui s'effritait près des plinthes. Les enfants voient-on des formes partout. Mais bientôt, Adrien se réveillait les bras engourdis, avec l'impression qu'un poids écrasait sa poitrine durant la nuit. Moi-même, je fis des rêves troublants, des images disjointes, des bruits de pas frottant sur les planchers, des portes qui s'ouvraient sans bruit, des visages pâles apparaissant dans les coins. Je ne fis pas immédiatement le lien, jusqu'à cette nuit-là. C'était début décembre, le soir après que nous ayons installé les décorations de Noël. Adrien était rentré tard d'une livraison. Thomas s'était couché de bonne heure, épuisé par l'école. Je suis restée un moment près du feu du salon, à plier du linge. Vers minuit, je suis montée me coucher. Le vent hurlait dehors. La neige avait commencé à tomber. Je me suis allongée, fixant le plafond, épuisée, et le sommeil est venu vite. Puis je me suis réveillée, mais je ne pouvais plus bouger. J'ai reconnu la sensation immédiatement. J'avais déjà vécu un épisode de paralysie du sommeil à l'université. Un seul moment terrifiant où mon corps était resté totalement figé, paralysé. Mais cette fois-ci, c'était différent, plus lourd, plus oppressant. Ce n'était pas seulement que je ne pouvais pas bouger. Je sentais quelque chose là, avec moi. L'air dans la pièce était dense, pas froid, juste saturé. Comme si quelqu'un se tenait près du lit, respirant, attendant. Puis je l'ai entendu, un frottement, lent et délibéré. Cela venait du couloir, et cela s'est rapproché, sur le plancher de bois, jusqu'à notre porte de chambre. J'étais sur le dos, incapable de tourner la tête, mais mes oreilles restaient rivées au bruit. Des pas maintenant. Un raclement. Comme si quelqu'un traînait des pieds nus sur un sol rugueux. Ils se sont arrêtés devant notre porte. La porte a grincé en s'ouvrant. Je ne pouvais pas voir qui ou quoi se tenait là. Mais sa présence était indéniable. Elle emplissait la pièce comme une fumée. Puis, silencieusement, elle a avancé, a contourné le lit, s'est approchée de mon côté. Je l'ai sentie se pencher. Je ne la voyais pas, mais je savais qu'elle était là. La laine sur mon visage était fétide, putride, humide. Puis elle a murmuré, pas avec des mots, mais avec un ressenti pressé contre mon esprit, comme un mélange de glace, de haine et de chagrin. Mon corps hurlait en silence, suppliant de bouger. Je sentais mon cœur cogner dans ma poitrine, la sueur ruisselait de mon cuir chevelu. Et puis, aussi brusquement que c'était arrivé, tout s'est arrêté. Je me suis redressée d'un coup, haletante, comme si je refaisais surface après une plongée en eau profonde. La pièce était vide. Pas de silhouette, pas de souffle, rien d'autre que le léger tic-tac du radiateur. Adrien remua à côté de moi, encore endormi. Je posai la main sur son bras. Il était glacé. Cette même nuit, avant que je puisse dire quoi que ce soit, Thomas entra dans notre chambre, pâle et tremblant. Il dit qu'il n'avait pas pu bouger, qu'une présence s'était assise sur son lit, l'écrasant, qu'il avait entendu une voix lui souffler « Tu n'es pas encore à moi ».
Je l'ai enveloppé dans une couverture. Adrien, encore engourdi de sommeil, admit qu'il s'était lui aussi réveillé sans pouvoir bouger, juste un instant. Il n'avait pas voulu m'inquiéter. Nous ne sommes pas retournés nous coucher. Le lendemain, nous avons installé Thomas dans notre lit et avons laissé les lumières allumées toute la nuit. Malgré tout, je n'arrivais pas à me défaire de l'impression que quelque chose nous observait, comme si la maison venait seulement de remarquer notre présence et que, d'une manière ou d'une autre, nous avions attiré son attention. Je me suis mise à faire des recherches sur la paralysie du sommeil. Les explications scientifiques étaient d'abord rassurantes, interruption du sommeil paradoxal, décharge neurologique. Mais plus je lisais, plus je trouvais des récits étrangement similaires aux nôtres. Des gens, partout dans le monde, à travers les cultures et les époques, décrivaient la même entité, une ombre, une présence, quelque chose qui cherchait à entrer. Certains disaient que c'était un rêve, d'autres que c'était bien plus. La pire nuit arriva une semaine plus tard. Nous dormions tous les trois, Adrien, Thomas et moi, quand cela recommença, pour nous trois. En même temps, je me suis réveillée la première, de nouveau paralysée. Cette fois, je faisais face à la fenêtre. La neige tombait doucement dehors, capturant la lumière de la lune. Mais dans la vitre, j'aperçus un reflet qui n'avait rien à faire là. Une silhouette derrière moi, dans un coin. Elle n'avait ni yeux ni traits, juste une tache d'ombre, sa tête penchée à un angle étrange. Adrien gémit à mes côtés. Je compris qu'il était figé lui aussi. J'entendis Thomas crier faiblement dans le couloir. Je tentais de hurler, de bouger, de faire quelque chose, n'importe quoi. Mais la pression montait, jusqu'à me donner l'impression que ma poitrine allait se briser. La silhouette se pencha davantage dans le reflet. Mon souffle resta coincé dans ma gorge. Puis quelque chose changea. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne crois pas que ce fut un mouvement, puisque je ne pouvais pas bouger. Mais j'ai pensé à Thomas. J'ai concentré toute mon énergie mentale sur lui, sur sa sécurité, sur sa voix, sur le petit grain de beauté sur sa joue gauche, sur l'odeur de son shampoing, sur son rire quand il faisait des blagues trop vieilles pour son âge. La pression a cédé. Comme du verre qui éclate, le poids s'est levé. Je pouvais de nouveau bouger. Adrien s'est redressé au même instant, haletant. J'ai couru dans le couloir et j'ai pris Thomas dans mes bras. Il était éveillé, mais sanglotant, paralysé par la peur. Ce fut le point de bascule. Le lendemain matin, j'ai ouvert toutes les fenêtres de la maison, laissant le froid pénétrer. J'ai allumé des bougies dans chaque pièce, non par superstition, mais parce que cela me semblait un moyen de réinvestir les lieux. Nous avons brûlé de la sauge, de la lavande, tout ce que j'ai pu trouver au marché. Adrien a pris quelques jours de congé et nous sommes restés ensemble, à manger autour de la table, à lire à voix haute, à remplir la maison de bruit, de chaleur et de lumière. Et le soir, nous avons parlé, pas de monstres, mais d'amour, les uns des autres, de ce qui rend une famille forte. Nous n'avons pas caché notre peur à Thomas, mais nous lui avons appris à se tenir droit face à elle. La paralysie du sommeil ne revint jamais. Je ne sais pas ce que c'était. Peut-être un écho emprisonné dans les vieilles poutres. Peut-être un chagrin incrusté dans les pierres. Peut-être quelque chose qui attendait le silence, la faiblesse. Mais cela n'a pas gagné. Nous avons fait du bruit. Nous avons créé de la joie. Nous avons rempli les vides où cela voulait ramper. 20 ans plus tard, nous en parlons encore, de temps à autre. Quand nous retournons à Colmar, nous passons devant l'ancienne maison, désormais peinte en bleu, avec des jardinières aux fenêtres. Une autre famille y vit maintenant. J'espère qu'ils sont heureux. Je me réveille encore parfois la nuit, le cœur battant, incertaine un instant d'où je me trouve. Mais la peur ne reste pas, parce que je me rappelle ce qui l'a brisé. C'est l'amour.